Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je visite la microdistillerie Le Vent du Nord à Baie-Comeau qui met en lumière les petits fruits de la Côte-Nord. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec Catherine Blier. Bonjour Catherine. Bonjour Alicia. Catherine, tu es la copropriétaire de la distillerie Le Vent du Nord à Baie-Comeau. Ça fait même pas 2 ans que la distillerie est ici sur place et tu nous viens d'ailleurs du lac Saint-Jean. Tu as déménagé sur la Côte-Nord il y a plusieurs années. Moi, j'ai envie de connaître ton histoire. Comment ça a commencé ton aventure de la distillerie Le Vent du Nord? Bien, la distillerie, ça a vraiment pris forme dans ma tête, alors que j'étais en restauration, donc en arrière d'un bar. Moi, je m'amusais à monter le bar, je faisais des cocktails, puis les gens, ils appréciaient vraiment tout ça. Je m'amusais à faire des sirops. Tu avais déjà un intérêt, là. Oui, c'est ça. Puis moi, je faisais beaucoup de sirops, puis des infusions avec des aromates que je cueillais ici, à Baie-Comeau. Puis c'est vraiment comme ça. Moi, je suis une grande passionnée de nature. Là, j'ai un gros chien qui marche 1 à 2 heures par jour. Fait que je suis vraiment beaucoup dans le bois. Puis bon, ici, on est gâtés. On a pas quasi juste ça du bois, mais il y a beaucoup d'espace. On est vraiment dans la nature. Fait que c'est vraiment justement en pratiquant l'autocueillette ici que j'ai remarqué la différence de la boréalie là, du Saguenay, justement. Il y a vraiment beaucoup de petits fruits, à ma grande surprise. Là, je regardais mon bar à gin, puis là, j'étais là, mais il y en a pas tant que ça. C'est des gins faits à base de petits fruits. Fait que nous, j'ai eu l'idée, j'ai dit, je vais en faire un gin aux fruits. Ça a vraiment parti des petits fruits. Fait que, moi, je dis toujours que le gin, c'est un prétexte, c'est vraiment pour mettre l'emphase sur notre région, faire rayonner la Côte-Nord, puis être, partie de toute la chaîne bioalimentaire, je veux dire, ici, on a beaucoup à gagner et à faire connaître au reste du Québec. Territoire pour ça. Ben, c'est ça. Fait que nous, c'est ça. C'est notre terrain de jeu par les petits fruits, par justement qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, puis comment qu'on vit. Fait que c'est vraiment comme ça que la distillerie a été lancée. Les petits fruits dont tu me parles, qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Avec quels petits fruits tu travailles? On travaille avec la groseille noire, l'ARL rouge, la canneberge sauvage, la camerise, baie d'aronia, la camerine noire, le peuplier fermenté, le thé du Labrador, puis une partie, le plus qu'on peut là, de genévrier québécois, parce qu'ici là sur la Côte-Nord, on a vraiment beaucoup de genévrier. C'est l'importance de tous s'encourager finalement entre producteurs locaux. Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Ben moi, c'est vraiment, je veux dire les producteurs, c'est eux qui connaissent qu'est-ce qu'ils font, c'est eux qui sont passionnés, qui aiment leurs fruits. Justement, moi, je prends tout le temps de les appeler puis de parler avec eux et de voir les cultures qu'ils ont. C'est comme notre liqueur d'églantine que je pourrais vous présenter tout à l'heure. Ben c'est né justement de notre partenariat qui va bien avec le grenier boréal, Alex, qui me disait moi j'ai de l'églantier, mais là je vais perdre. Je sais pas quoi en faire. Non, c'est ça, je sais pas quoi en faire cette année. Fait que moi j'ai dit je vais t'acheter toute ta production de cette année, puis on verra plus tard. Mais c'est comme ça que finalement on a finalement développé notre merveilleuse liqueur d'églantier. Puis je pense que c'est vraiment à la base d'une belle nouvelle génération d'entrepreneuriat qui est en train de naître sur la Côte-Nord, qui est beaucoup dans le partage puis dans la collaboration. Catherine, là, tu nous as préparé, en fait, on va collaborer ensemble sur un cocktail. Oui. Ça va être quoi les produits qu'on va justement, avoir? Je parlais tantôt de notre liqueur d'églantine, donc qui est notre nouveau produit qu'on a sorti récemment, qui met en lumière l'églantier, qui est le fruit du rosier, puis le myrique baumier, qui est un herbe, qui va vraiment donner un côté herbacé à la liqueur. Fait que encore là, on n'est pas dans le côté liquoreux, sucré d'une liqueur, on va être dans un produit plus funky. Je te ferai goûter toute seule. Là. On est vraiment dans un petit produit funky, assez niché puis herbacé. Et avec ça, on a un petit twist cocktail là, qui va être très bon pour le printemps qui s'en vient. Super. J'ai hâte de goûter. Ouais. Je m'appelle Andréane Wittom, j'ai 32 ans bientôt. Je suis diabétique type 1 sous pompe à insuline depuis l'âge de 14 ans.
Puis je pense que tout le monde pratiquement connaît une personne qui vit avec le diabète, que ce soit diabète de type 1 ou diabète de type 2. À un moment donné, j'ai comme eu, je sais pas si c'est une élimination ou une motivation, à créer un blog qui s'appelle Les Chroniques diabétiques. À la base, c'était des articles, des histoires qu'on racontait et tout ça. Il y avait la page Facebook aussi, donc on a présenté justement des collaboratrices qui avaient aussi le diabète. Plus on est de gens à raconter, plus ça fait des histoires différentes. Comme contenu un peu plus instructif, parfois comme par exemple, à un moment donné, j'avais regardé dans un sac de tortillas, puis il y en avait de différentes grosseurs. Donc sur le sac, c'est marqué un tortilla égale, par exemple, 38 glucides. Mais si on voit qu'il y en a qui est vraiment plus petit versus vraiment plus gros, bien, ça peut changer le nombre de glucides, donc l'importance de peser les aliments. Donc ça, c'est le côté un peu plus, des fois, instructif. Sinon, ça peut être vraiment du contenu qui est un petit peu plus drôle, un petit peu plus léger. Des petites phrases cocasses des événements qu'on vit. Par exemple, si un collègue arrive au bureau avec des beignes, puis là, ben, tu te dis « Ah ben non, désolé, je peux pas en manger ». Puis là, finalement, tu prends ta glycémie, puis t'es en baisse de sucre. Ça veut dire que tu triches un petit peu, puis tu vas prendre des beignes pour... fait que c'est ça, c'est jamais pour faire la morale, c'est un peu pour dire que ça arrive à tout le monde. C'est tellement devenu ancré dans notre quotidien qu'on oublie à quel point c'est quand même demandant, là. Premièrement, je prends un minimum peut-être 6 glycémies par jour, parce que souvent, il faut en prendre avant le repas. Donc, mettons, je me lève le matin, je vais prendre une glycémie, je vais calculer les glucides qu'il y a dans mon déjeuner. Donc, si par exemple, je prends 2 toasts, je vais regarder sur l'étiquette du pain, je vais regarder, bon, ben j'ai tant de glucides, OK, là, je mets du beurre d'arachide, OK, on rajoute tant de glucides. Je prends un latte, par exemple, il y a du lait. Donc, après ça, ben moi, j'ai la pompe à insuline. J'ai un cathéter qu'il faut que je change aux 3 jours. Et c'est devenu une habitude, mais c'est toujours à recalculer. Idéalement, ben, il faut manger aux mêmes heures ou le plus possible. Il faut vraiment une belle rigueur, là, au quotidien. Il faut être discipliné. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du tennis, du volleyball, puis de la ringuette. Il faut suivre notre taux de sucre comme il faut pendant les parties parce que, tu sais, des fois, ça va vite, hein. On est comme, tu sais, au volleyball, c'est des sets en continu. Donc, oui, on a des petites pauses de temps en temps. Fait que on court chercher le glucomètre, on prend la glycémie, on s'ajuste avec un petit jus, on retourne sur le terrain. Bien manger avant les parties aussi. Puis au niveau de l'entraînement, ben c'est ça, faut bien s'alimenter puis vraiment bien suivre en fait nos glycémies pour pouvoir être le plus présente possible là, à son maximum. Absolument. C'est vraiment possible de le faire, là, d'être une athlète de haut niveau en combinant le diabète, mais c'est ça, faut être bien entouré puis faut aussi faire preuve de discipline puis de rigueur. En juin 2019, ma sœur Joanie a été diagnostiquée avec le diabète de type 1 également. Personne ne s'attendait à ça parce que c'est pas quelque chose normalement qui est héréditaire. Elle m'a vu grandir avec le diabète toute mon adolescence, puis tu sais à l'âge adulte. Puis là c'est elle qui se retrouvait avec ça, donc on a été un peu sous le choc là, toute la famille d'apprendre ça. À partir de ce moment-là, on était un peu pris avec les mêmes défis au quotidien. Puis, par exemple, quelques mois après son diagnostic, on est parti en voyage. Là, c'était spécial de composer avec les mêmes défis, mais c'est ça qui est beau, en fait, c'est qu'on est les deux là-dedans, puis qu'on peut s'en parler, puis c'est vraiment se comprendre. Et on s'est dit, on va aller chercher un 6,49 parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances que ça puisse arriver dans une vie c'est ça, d'avoir les deux sœurs à intervalles quand même grands là, qui ont le diagnostic de diabète de type 1. Fait que, c'est ça, on s'est mis sur le projet. Mon but, éventuellement, c'est d'aller chercher les histoires de d'autres personnes qui sont dans la communauté, là. Parce que, tu sais, moi, j'ai compté ce que j'avais à compter sur mes histoires. À un moment donné, j'en ai pas... tu sais, j'ai fait le tour de ce que moi, j'avais à raconter de comics, si on veut. Ça serait un peu d'élargir puis de proposer aux gens qui veulent de nous raconter des histoires aussi, les petites choses qu'ils vivent au quotidien ou s'ils ont des idées, pour que tout le monde se sente impliqué aussi dans ce projet-là puis que ça touche le plus de personnes possible. Je m'appelle Pierre-Luc Cyr, j'ai 29 ans et je suis passionné de motoneige hors piste. Moi, c'est Raphaël Simard, j'ai 22 ans puis je suis un tripeux de motoneige. Le Challenge Blanc, c'est une épreuve d'endurance et de navigation à l'aide du roadbook. Ça joue alentour de 600 à 700 km de hors-piste et il y a peut-être 2-3 % de sentiers déjà tapés. Cette année, on était 21 équipes
C'est à La Tuque. C'était sur 3 jours. Les 3 jours, c'est 3 parcours différents pour donner le total des kilomètres. Notre but premier, c'était de finir les 700 km sans briser, sans se blesser. C'est ça l'essence du Challenge Blanc. On est content de notre performance. On est arrivé 6e au classement sur 21 équipes. Le positionnement, c'est pas ça la priorité. C'est un plus pour une première expérience en rallye, là. On n'avait jamais fait ça, là. Moi, je l'ai fait avec Raphaël Simard. On se connaissait plus ou moins il y a 6 mois. Et puis, il m'a écrit sur Facebook. À partir de là, ça a super bien été. On s'est lancé all-in 110 %. Puis ça a donné ce que ça a donné. Là. On est vraiment content du résultat également, là, pour l'organisation qu'on a eue, pour le support également de toute la communauté qu'on avait ici à Baie-Comeau, même si on était à plus de 7 heures de route. Aujourd'hui, j'en rencontre souvent. Ah ouais, t'as fait le challenge. Oui, tu sais, j'étais un des coureurs. Puis ça nous apporte une petite satisfaction, je pense, personnelle, là. On fait bien des farces avec ça. C'est arrivé dans une conversation qu'on a baptisé ma motoneige Bébé-Loup. Donc oui, il y a un nom, malheureusement. J'ai un bandeau de loup sur moi, il paraît pas. J'ai un bandeau, puis ça l'a donné cette circonstance, peut-être dans la conversation ou autre. Donc ça a tombé sur Bébé-Loup. On l'a pas encore trouvé de nom à Pierre-Luc. Cette circonstance, ça vient sur le flair. Fait que... Le trajet, c'est avec un roadbook. C'est des indications, exemple 3,5 km, tourner à gauche. Un peu comme que ton GPS te dirait, sauf que nous, c'est sur papier. T'es arrivé une petite bad luck au niveau, dans notre roadbook, dans le fond, une des cases était vraiment marquée noir sur blanc, suivez la rail de chemin de fer. C'est ce qu'on a fait. On a suivi la rail de chemin de fer et de porter sur la droite, puis qu'est-ce qu'on n'a pas vu virer le coin à l'autre bout, il y avait le train qui s'en venait. Fait que ça nous laissait pas une grosse marge de manœuvre, là. Ça nous a fait une belle passe, là. On en a ri par la suite. Peut-être au début un petit stress, mais quand un coup passé, on a trouvé ça bien drôle. Par la suite, il y a eu l'histoire de la strap à Pierre-Luc. On était deuxième journée. Pierre-Luc, sur le lac, sa strap a décidé de rendre l'âme. On n'a jamais changé une strap aussi vite que ça. Je pense qu'en 30 secondes, la strap était enlevée, remise. Malgré toutes les petites avaries qui peuvent nous arriver, c'est de reprendre le dessus sur le temps, puis de pas, mettons, se laisser emporter par ça également. On avait une température extrême. Le thermomètre était affiché moins 36, ressenti moins 46. Les conditions de sentier sont extrêmement difficiles pour les machines et aussi pour nous, là, côté physique, là, c'est très demandant. Normalement, on part entre 6h30 et 7h le matin. On en revient à 6h, 6h30 le soir. Premier jour, t'es raqué. Deuxième jour, t'es encore plus raqué. Fait que je vous laisse percevoir le troisième jour. Là, les genoux veulent même plus être sous toi, là. C'est sûr que côté endurance puis persévérance, quand tu fais 12 heures de motoneige en sentier, ça prend de l'endurance, c'est sûr. Puis travail d'équipe, là, on est 2 dans l'équipe, donc il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'entraide, sinon on finira jamais, là. Je pense que c'est un rush d'adrénaline que tout au long, peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais qui nous pousse à aller plus vite puis à prendre des décisions sur le champ, là, puis que go, c'est là que ça se passe. C'est sur les lacs et tout, là, je ne mentirais pas que j'aime bien ça pousser la machine à fond, là. Tout ce qu'elle va me donner, je vais le prendre, là. T'sais, sans être une course, il faut que tu te dépêches quand même. C'est pas la vitesse en tant que telle, c'est juste le stress puis l'adrénaline de « je vais-tu avoir le temps? Ah, je suis pris. » T'sais, on se dépêche, puis c'est ça. On tient également à remercier encore tous les bénévoles là, qui ont participé. Nos commanditaires, une fois de plus, là, que vous nous ayez aidés de loin ou de près, que vous ayez acheté juste des billets pour nos tirages ou que vous avez soudé ma machine, ou que peu importe, là, on apprécie grandement là, votre aide à ce niveau-là. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur de voir que 2 personnes comme moi et Pierre-Luc, qui nécessairement n'a pas une grande voix ou on n'est pas de personnes connues à Baie-Comeau, vous investissez avec nous puis que vous croyez en nous. C'est sûr qu'on tient à vous garder pour les années futures. C'est un événement extraordinaire. On aimerait beaucoup ça participer l'année prochaine, en effet. Je fais de la motoneige depuis que je suis capable de me tenir sur une motoneige là, avec mes parents puis mes grands-parents. Je suis quelqu'un qui est tout en recherche de nouvelles expériences, de nouvelles activités, puis c'est vraiment ça qui vient me chercher. Puis entre autres, bien, on fait un des plus beaux sports du monde, on fait de la motoneige en même temps, fait que why not? Bon,
Alicia, donc je t'ai préparé un petit atelier cocktail. Ouais. Donc je vais faire avec toi notre petit cocktail printanier là, fait avec la liqueur Églantine, qui est notre liqueur d'églantier et de Myrick Baumier. C'est assez herbacé, très douce, super funky, elle est à 35%, fait qu'on n'est pas dans une petite liqueur douce, fait qu'on peut se permettre justement de l'utiliser tout seul là, en cocktail là, sans problème, là, dû son 35%. Donc, on va venir mettre 1 once et demi de liqueur d'églantier dans notre shaker. J'en mets tout un petit peu plus. Fait que ça, c'est du Myrick Baumier, donc qui vient dans la composition là, de la liqueur. Ah ouais, hein? Tu vois, il y a un Est-ce qu'on va le goûter ou? Oui, ben tu le goûtes dans la liqueur. Je vais te le faire goûter juste toute seule, si tu veux. Juste une petite gorgée là, pour que tu puisses voir. Ça commence. Ça commence. Juste pour que tu puisses voir justement l'impact qu'a cet aromate-là dans la liqueur. Là. Donc, on a vraiment le petit côté... Tu sais, le petit côté herbacé, mais vraiment gomme ballon un peu, qui va ressortir, je trouve, dans la liqueur. Ouais, c'est vrai. Fait que gomme ballon, mais aussi citronné, herbacé. Fait que... Est-ce que tu as développé ton goût olfactif, ton nez, en travaillant? Moi, mon père, dans le fond, il est cuisinier. Fait que j'ai toujours été beaucoup dans le développement, si on veut, des goûts puis du palais. Fait que, tu sais, quand que je travaillais en restauration, souvent, ben là, les cuisiniers, ils s'amusaient. Ah, goûte à mon potage, je trouve qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils mettaient des petits trucs funky. Fait que j'ai vraiment toujours aimé ça. Fait que là, on a pressé le citron. Oui, on a pressé le citron. Fait que après ici, ça c'est un sirop de thé du Labrador que j'ai fait maison. Fait que c'est très simple. Là, on vient mettre une part d'eau, une part de sucre. Donc, exemple, on veut prendre une tasse d'eau, une tasse de sucre. On fait bouillir ça et on ajoute n'importe quel aromate là, qu'on veut. Fait que moi, je suis venue mettre du thé du Labrador, ce qui va nous faire un petit sirop simple de thé. Fait qu'on va venir mettre une demi-once, je dégoûte, de thé du Labrador et 1 once de thé noir. Pour terminer, on va venir prendre un blanc d'œuf pour tout lier ce beau cocktail-là, puis venir nous faire une belle petite mousse. Je te fais shaker ça. Toi, t'es une ancienne gourmet, là, donc tu connais ça. Parfait. OK. On va C'est même ça, pouvoir hein? faire un chin. Ouais. À l'arrivée du printemps. À l'arrivée du printemps, on est dû, hein? Nous, on a eu beaucoup de neige, fait que... Puis habituellement, on peut le décorer avec une belle petite orange. Fait que chin chin! Cheers! Cheers! C'est dangereux, ça. Ouais, hein? C'est bon. Il y a un petit côté surette, mais pas trop non plus. Ça... Non, c'est exact. vraiment bon. Donc, Alicia, je te propose de poursuivre avec un petit gin tonic bien straight. Là, on est encore en mode hiver là, pour boire. Donc, un petit peu twisté à la Côte-Nord. Là, je l'appelle tout simplement le gin tonic du Nord. Donc, qui met en lumière là, notre gin, donc notre premier bébé, donc le gin de Nord-Côtier. Puis un des aromates que j'adore, qui est un petit peu mon préféré du gin, c'est le peuplier fermenté. Donc le peuplier qu'on vient cueillir, le bourgeon, et on vient enrouler là, sous sa sève, là, avec sa sève. Ça sent l'automne là, quand on commence à marcher sur les feuilles. Une balade dans le bois. Une balade au frais, c'est ça que ça sent. Fait qu'on va venir mettre 1 once et demi de gin. Ensuite, on va venir mettre 1/4 d'once de jus d'argousier. Puis, je te présente comme dernier produit le sirop camerise et peuplier fermenté qu'on a fait en collabo avec des filles du lac qui ont la compagnie Quick Cocktail. Fait qu'on va venir mettre 1/4 à 1/2 once. On va venir shaker tout ça, puis on va l'arronger. Quel mouvement un peu mal mieux que le mien. Donc, on va venir verser ça dans un verre rempli de glace. Je te propose de servir ton gin tonic avec un tonic qui est fait de façon très artisanale. Là. Donc, on se sent vraiment dans le gin tonic, mais justement un peu au twist de la Côte-Nord. Fait que voilà, j'en ai pas fait 2, fait que l'honneur est à toi. J'imagine que tu l'as déjà goûté souvent. Oui, c'est ça, exact. J'ai donné. OK, là, on jase. C'est bon. Ah oui, c'est bon. Mais... on dirait qu'avec ça, là, tu le sens tellement. Vraiment, tu sais, le petit jardin qui va te donner un petit peu un petit côté sour, mais bien nordique. Merci, Catherine. Hey, merci beaucoup à toi. De m'avoir amené un peu dans ton univers, de ta distillerie, de tous les produits, tout ça. C'était fabuleux. J'adore ton énergie aussi. Ben, merci beaucoup. Merci pour tout. Bonne journée. Merci.